Bienvenue à tous. Bonsoir, 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 mesdames et messieurs. Bienvenue à notre première session de soirée conservation 2026 et meilleurs vœux pour l'année 2026, prospérité à tous égards en tout cas. Comme Monsieur Dumoulin l'a dit tout à l'heure, nous souhaitons avoir un monde beaucoup plus pacifique, en tout cas en 2026. Il y a toujours un début à tout. Et nous espérons que 2026 sera le début de ce monde pacifique. Et donc, je réponds au nom de Gina Isaka et je serai votre modératrice de ce soir. Je suis donc l'assistante technique de Share Screen Afrique francophone. Et donc, voilà. Ce soir, nous ouvrons une fenêtre sur un monde caché. Le bassin du Congo n'est pas seulement riche en arbres et en animaux, mais aussi en petits partenaires appelés endophytes. Ces micro-organismes invisibles pourraient détenir la clé des nouveaux médicaments, en tout cas dans ce monde. Et notre présentation montrera comment ils combattent les microbes dangereux et pourquoi le bassin du Congo pourrait être l'une des sources les plus riches au monde. Alors, je vous invite, docteur Laetitia Mambagui, une actrice en tout cas de Shakespeare Afrique francophone, et aussi elle détient un doctorat en botanie. Et je vais ajouter un petit bémol. Le docteur Laetitia a grandi très proche de la forêt et ce soir, elle va nous emmener faire un tout petit tour à la forêt avec elle. Et donc, docteur Laetitia, vous avez la parole. Merci, Gina. Je vais partager mon écran. Je ne vais plus me présenter. Gina l'a bien fait. Donc, on va aller tout droit dans le but du sujet, dans le sujet. Aujourd'hui, donc, nous allons parler des endophytes. Je vous expliquerai dans quelques minutes ce que c'est. Permettez-moi tout d'abord de souligner que les endophytes de la forêt tropicale du bassin du Congo ont un énorme potentiel en termes d'application agricole et médicinale, mais la déforestation du bassin du Congo constitue une menace pour ces micro-organismes. Comme le montre le tableau ici, là, vous pouvez voir que l'activité biologique des endophytes de la forêt amazonienne est bien documentée. Comme vous le voyez ici, là, il y a un niveau de documentation très élevé, environ 1 millier de publications. Donc ça, c'est au travers de quelques recherches que j'ai faites sur Google Scholar que j'ai trouvé ça. Mais ce n'est pas le cas pour les endophytes du bassin du Congo. Ils ne sont pas aussi bien documentés. Vous pouvez voir ici, là, la documentation est modérée à faible. Donc, on a entre 50 à 150 de publications. Et quand on regarde globalement, on a 300 000 espèces végétales connues, mais seulement 1 à 2 de ces espèces-là ont été étudiées pour leur composition en endophytes. 1 à 2 ce qui est vraiment faible. Et dans le bassin du Congo, nous avons au total 10 000 espèces végétales. Et de ces 10 000 espèces végétales, 30 sont endémiques, c'est-à-dire uniques à la région. Donc, ça veut dire que 3 000 sont uniques à la région. Et si vous voyez, nous n'avons que 50 à 150 publications. Ça veut dire que vraiment, nous avons encore du chemin à faire, parce que la majorité de la diversité des endophytes reste donc non documentée. Donc, bonsoir à tous, je suis Laetitia Mambangui. Aujourd'hui, nous nous intéressons de plus près aux endophytes, mais j'ai d'abord envie de vous raconter une petite histoire. J'ai passé la majeure partie de ma vie dans le bassin du Congo, plus précisément dans un petit pays appelé le Gabon. On est à peu près 2 millions d'habitants au Gabon. Vous pouvez voir le Gabon là, sur la gauche. On a l'océan Atlantique à l'ouest et puis au nord, la Guinée équatoriale et à l'est et au sud, le Congo. Donc,
Au Gabon, j'accompagnais très souvent ma grand-mère faire ses plantations. Je me souviens qu'il fallait parcourir une longue distance pendant à peu près 45 minutes. Et donc, on s'arrêtait souvent à mi-chemin le long d'une rivière où ma grand-mère collectait de l'eau. Et je me souviens que ma grand-mère se dirigeait alors vers un arbre géant qu'elle blessait avec sa machette et faisait sécréter donc à cet arbre une résine blanche. Elle prenait la résine qu'elle transférait dans notre eau. L'eau devenait froide, rafraîchissante et donc rafraîchissait nos corps en sueur. J'étais toujours étonnée de constater que l'eau de la rivière, de la forêt tropicale ne me rendait jamais malade. Mais c'est seulement plus tard que j'ai compris que la résine de Koumé a des propriétés antimicrobiennes. Aujourd'hui, je ne saurais vous dire si ma grand-mère utilisait cette résine, si elle la transférait dans notre eau à cause de ses propriétés antimicrobiennes ou rafraîchissantes ou même les deux. Mais ce que j'ai envie de souligner, c'est que l'histoire que je viens de raconter met en évidence les propriétés incroyables des plantes et des arbres de la forêt tropicale. Car en général, nous pensons souvent aux forêts tropicales comme de vastes paysages verts, regorgeant de vie, mais elles sont bien plus que ça. Ces forêts détiennent des solutions à certains de grands défis de l'humanité. Et l'une de ces solutions pourrait bien être un endophyte. On va prendre une petite pause. Encore une fois, soyez patients avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai envie qu'on apprenne un peu de grec. On va apprendre deux mots. Le premier mot que vous devez déjà connaître, c'est phytocomposé. Et le deuxième mot, c'est endophyte. Donc, phytocomposé. Phyto en grec veut dire plante. Composé, ça a une origine latine, on sait déjà ce que c'est. Donc, phytocomposé, c'est tout simplement des composés qui sont produits par les plantes. Le deuxième mot, c'est endophyte. Endo en grec veut dire à l'intérieur et phyte, comme phyto, signifie plante. Donc, des endophytes, ce sont des micro-organismes qui vivent à l'intérieur des plantes. Comme on s'est déjà accordé donc sur la définition de ces deux mots, on peut donc aller de l'avant. Euh, les phytocomposés sont connus pour produire des couleurs, des parfums et des saveurs pour attirer les pollinisateurs. Et nous savons que les pollinisateurs sont très importants à cause de leur rôle crucial dans la reproduction des plantes. Les phytocomposés protègent également la plante des agents pathogènes et d'autres stress environnementaux. Ainsi, on comprend alors que sans phytocomposés, il serait difficile pour une plante de prospérer dans son écosystème. Ce qui est fascinant, c'est que lorsque les plantes ne peuvent pas produire ces phytocomposés, elles ont des alliés avec lesquels elles ont développé une relation symbiotique. Ces alliés produisent les phytocomposés à la place des plantes, contribuant ainsi à les protéger dans des conditions défavorables. Ces alliés sont appelés endophytes. Les endophytes sont des bactéries ou des champignons qui ne provoquent pas de maladies chez les plantes. Au contraire, elles s'associent de manière symbiotique à la plante en colonisant les tissus internes de cette dernière. Donc, les endophytes imitent leur hôte en produisant des composés médicinaux identiques à ceux fabriqués par la plante elle-même. Par exemple, en échange de nutriments comme le sucre, les endophytes aident les plantes à accéder à l'azote et aident également les plantes à tolérer les stress environnementaux tels que les pathogènes, la sécheresse, la chaleur et la toxicité. Passons maintenant à plus de détails techniques et examinons donc de plus près l'intérieur des plantes pour comprendre les mécanismes employés par les endophytes. Je vais vous demander donc d'être patient avec moi, comme je vais être plus technique pour partager avec vous le travail incroyable que font les endophytes au sein des plantes.
Comme vous voyez sur cette image-là, Jasmonic Pathway, c'est en anglais. En français, c'est tout simplement la voie jasmonique. Je veux déjà m'excuser en avance parce que il y a beaucoup d'écrits en anglais, mais ceux qui sont essentiels seront traduits automatiquement quand j'avance. Ils seront traduits automatiquement de l'anglais vers le français. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pourrez suivre sans souci. Donc, la voie jasmonique, c'est un système de régulation hormonale essentiel chez les plantes. Elle est contrôlée par l'acide jasmonique et ses dérivés appelés les jasmonates. Elle fonctionne comme un véritable système d'alarme interne permettant à la plante de réagir rapidement aux agressions et aux changements de son environnement. Donc, le rôle principal de la voie jasmonique est d'assurer la défense contre les stress biotiques, c'est-à-dire les attaques d'insectes herbivores et des pathogènes qui détruisent les tissus végétaux. Parmi les éléments les plus importants synthétisés par la voie jasmonique, nous avons les défensines végétales. Comme vous voyez ici, plante défensine en anglais, mais c'est défensine végétale. Nous avons les protéines PR. PR ici signifie tout simplement pathogenesis related en anglais et en français lié à la pathogénèse. Et nous avons aussi les phytoalexines. Donc, tous ces phytocomposés-là sont produits par la plante au travers de la voie jasmonique pour lutter, donc tuer les microbes qui pourraient attaquer la plante. Donc, ils servent donc à une protection contre les stress biotiques. Dans certaines conditions de stress sévère, exemple lors de toxicité due aux métaux lourds ou pendant la sécheresse, la plante peut perdre sa capacité à activer la voie jasmonique. Donc, ce qui va se passer, c'est que les endophytes vont intervenir et se comporter comme des déclencheurs de secours ou des amplificateurs de cette voie de défense afin de déclencher la libération des composés comme la défensine végétale, les protéines PA et les phytoalexines. Mais ici, comme je pense que vous avez déjà pu le comprendre, la voie jasmonique se trouvant dans la plante uniquement, les endophytes ont besoin de leur hôte afin de protéger cette hôte-là du stress biotique. Donc ici, les endophytes ne peuvent pas agir de manière indépendante. Elles ont besoin d'une voie métabolique qui intervient déjà dans la plante pour pouvoir protéger celle-ci contre les attaques. Et donc, ici, vraiment, les endophytes dépendent de la plante. Cependant, la synthèse de nombreuses phytohormones n'implique pas de voie de signalisation interne à la plante. Dans ce cas-là, les endophytes aident les plantes à lutter contre les agents pathogènes par des mécanismes d'antagonisme direct en sécrétant les enzymes lytiques, comme vous voyez ici la lytic enzymes, donc ce sont des enzymes lytiques qui vont dégrader directement les pathogènes ou bien encore par la compétition pour les ressources, notamment en produisant des sidérophores qui vont limiter la disponibilité du fer et affamer ainsi les pathogènes et donc les faire mourir. Ce phénomène est appelé biocontrôle, une caractéristique pouvant être exploitée par les agriculteurs. Donc, biocontrôle ici, c'est la même chose que la protection contre les stress biotiques dont on a parlé, mais le biocontrôle est réalisé par un micro-organisme qui peut le faire vraiment indépendamment de la plante. Donc, les endophytes ont cette possibilité-là d'agir comme biocontrôle. Le rôle des enzymes lytiques ici, c'est de dégrader directement les agents pathogènes qui causent les maladies chez la plante. Celui des sidérophores, c'est de limiter la disponibilité du fer, donc d'affamer les microbes afin de les faire mourir. HCN, c'est
le cyanure d'hydrogène. Il a pour rôle de perturber le métabolisme des pathogènes. Et les flavonoïdes, ici, ce sont des métabolites secondaires. Leur rôle, c'est de renforcer l'immunité des plantes. Donc, pris ensemble, tous ces phytocomposés-là créent un système de défense synergique, réduisant la pression des maladies et favorisant une agriculture durable. Donc, le biocontrôle peut être justement exploité pour pouvoir créer une agriculture durable. À part ce rôle de biocontrôle, les endophytes sont aussi de bons biofertilisants. Qu'est-ce que c'est un biofertilisant? Les biofertilisants sont souvent définis comme étant des substances naturelles fabriquées à partir des micro-organismes bénéfiques. Donc ici, dans notre cas, ce sont les endophytes. Les endophytes, donc, améliorent la croissance des plantes et la fertilité des sols. Dans leur rôle de biofertilisant, les endophytes soutiennent les plantes de trois manières principales. Donc, les endophytes ont trois facultés qui leur permettent d'être de bons biofertilisants. La première faculté, comme on voit écrit en anglais ici, c'est nutrient acquisition. C'est tout simplement l'acquisition des nutriments. Les endophytes facilitent l'absorption des nutriments essentiels tels que l'azote, le phosphore, désolé, et le potassium. Les endophytes peuvent donc transformer l'azote atmosphérique en forme assimilable par les plantes, rendre le phosphore et le potassium du sol plus disponibles aux plantes. Et donc, ils améliorent ainsi l'efficacité d'absorption des nutriments par les plantes. La deuxième faculté qui fait des endophytes de bons biofertilisants, c'est leur faculté à produire des phytohormones. Les phytohormones, ce sont des hormones qui permettent à la plante de croître, de se développer normalement. Et les plantes ont trois phytohormones qui sont essentiels. Nous avons les auxines, les gibberellines et les cytokinines. Et donc, ces hormones-là sont responsables du développement et de la croissance de la plante. Mais il se passe qu'en cas de sécheresse, d'eau, en cas de sécheresse d'eau, les plantes ont tendance à réguler négativement l'expression des gènes de ces phytohormones. Donc, pour éviter que ces phytohormones ne soient fabriqués, parce que je me dis, dans des conditions adverses, la plante ne veut pas gaspiller de l'énergie pour croître, alors qu'après, les conditions ne seront pas réunies pour la maintenir en vie. Et donc, lorsque les endophytes sont présents, ils peuvent stimuler la croissance de la plante en produisant ces phytohormones-là à la place de la plante. Ce que je veux dire ici, c'est que en cas de sécheresse ou de salinité ou de chaleur, les auxines qui stimulent le développement des racines, les gibberellines qui stimulent l'allongement des tiges et les cytokinines qui stimulent la division cellulaire au sein des plantes sont régulées négativement. Mais il a été démontré que des espèces d'endophytes de pénicillium produisent ces phytohormones, ce qui entraîne une amélioration de la tolérance des stress abiotiques tels que la sécheresse et les températures élevées. Et donc, la troisième faculté qui fait des endophytes de bons biofertilisants, c'est leur faculté à produire des métabolites. Donc, les endophytes produisent des métabolites secondaires tels que les antibiotiques et les enzymes qui ont pour rôle d'aider les plantes à résister aux maladies et à tolérer les stress environnementaux. Et s'ils peuvent résister aux maladies, ça leur permet donc de mieux absorber des nutriments. Donc, pour résumer, en ce qui concerne le rôle biofertilisant des endophytes, en tant que biofertilisant, les endophytes améliorent la disponibilité et l'absorption des nutriments tels que l'azote, le phosphore et le potassium. Ils stimulent la croissance, donc en produisant des phytohormones de croissance, et renforcent la résistance des plantes grâce à la production des métabolites bénéfiques qui peuvent lutter contre des pathogènes.
Donc, ce rôle de biofertilisant aussi peut être exploité pour une agriculture durable. Donc, nous avons ici un exemple de deux types de graminées cultivées avec et sans endophyte. Et donc, l'endophyte qui est utilisé, c'est l'endophyte fongique épicloé. Sur la photo ici, vous pouvez voir qu'il y a un E moins qui signifie qu'il n'y a pas d'endophyte, l'endophyte n'a pas été inclus, et E plus qui signifie que l'endophyte a été inclus. Et donc, on voit qu'en présence d'endophyte, la plante pousse mieux. Excusez-moi. Mais j'ai envie de préciser quelque chose de très important, c'est que il faut noter que le type d'endophyte qui colonise une plante dépend, un, de l'espèce de la plante, deux, de son environnement et trois, du climat. Donc, les endophytes sont des micro-organismes très sensibles. Donc, on ne peut pas prendre un endophyte au hasard et puis le placer dans une plante quelconque et s'attendre à ce qu'il fonctionne bien. Cela ne va pas se passer ainsi. Ce serait comme prendre un poisson d'eau douce, par exemple un silure, et puis le placer dans l'océan Atlantique et s'attendre à ce qu'il soit bien portant, ce ne sera pas possible. C'est pourquoi donc les pratiques comme la monoculture qui diminuent la biodiversité ne sont pas bonnes pour la santé des plantes. Parce que moins on a des plantes, moins on a donc d'endophytes, ou du moins la diversité génétique des endophytes aussi est impactée. Pourquoi parler des forêts tropicales? Parce que il est dit que les forêts tropicales sont parmi les sources les plus riches en endophytes. Et pourquoi? Nous savons aujourd'hui que les forêts tropicales sont parmi les sources les plus riches d'endophytes, premièrement en raison de leur grande biodiversité. Le grand nombre d'espèces végétales des forêts tropicales présente une plus grande diversité d'endophytes. Et deuxièmement, en raison du climat stable et chaud. Donc, parce que nous n'avons pas de grandes variations drastiques au niveau du climat, le climat est assez stable, nous n'avons pas des hivers, voilà, ou des étés. Ça fait en sorte que ce niveau d'humidité constant dans les forêts tropicales favorise la croissance et la survie des microbes, donc des endophytes aussi. Troisièmement, à cause de la guerre chimique. Les plantes de la forêt tropicale produisent une large gamme de métabolites secondaires. Elles le font pour se défendre contre les herbivores et les agents pathogènes, ce qui conduit alors les endophytes à coévoluer et à développer des composés bioactifs ayant des applications pharmaceutiques et agricoles, comme leur hôte. Et pourquoi donc les endophytes de la forêt tropicale sont si importants? Qu'est-ce qui les rend si importants? Nous avons trois raisons principales. La première raison, c'est leur résilience. Les endophytes rendent les écosystèmes des forêts tropicales plus résilients. J'explique souvent aux gens que essayer d'imaginer en fait les endophytes comme étant notre flore microbienne, donc notre microbiote. Notre microbiote est constitué en fait de bactéries qui nous sont bénéfiques, qui nous aident à digérer la nourriture, qui nous aident à lutter contre les maladies. Et sans cette flore microbienne-là, en général, ce qu'on observe chez les individus, c'est qu'ils auront un vieillissement précoce quand ces bactéries-là ne sont pas bien portantes, ou alors ils auront beaucoup d'allergies. Donc, les endophytes, c'est un peu ça, c'est le microbiote des plantes. Et donc, on peut dire que l'aspect résilient que l'on observe dans nos forêts qui sont verts du 1er janvier au 31 décembre doit sûrement être dû à ces micro-organismes-là. Donc, c'est juste une image de ces micro-organismes, de ces micro-organismes.
Exemple, ici, nous avons une belle photo d'un cacao qui a été pris dans la forêt, une forêt tropicale. En général, le cacao souffre d'une infection appelée Phytophthora podrot. Ça cause, je crois, des points sur le cacao. Mais là, vous voyez qu'il est très, très bien portant. Et donc, ça démontre, c'est une image qu'à l'intérieur de lui, les micro-organismes qui s'y trouvent ont une certaine résilience. C'est pourquoi il peut être aussi résilient et toujours et avoir cet aspect-là. Deuxièmement, à cause de leur performance. Les endophytes peuvent améliorer, voire surpasser les plantes dans la production des phytocomposés. Nous avons vu tout à l'heure, je mentionnais qu'il arrive que lorsque les conditions ne sont pas favorables lors des sécheresses ou de chaleur, que la plante va arriver donc de produire des phytohormones de croissance et de développement et l'endophyte va prendre la relève. Et ici, là, cette image-là l'illustre bien. La plante a été soumise donc à un stress salin en présence et en absence de l'endophyte Aspergillus awamori. Et vous voyez ici, là, sur la gauche, dans le cadre jaune, là, c'est écrit que l'endophyte, en fait, est présent. Et on voit qu'en présence de l'endophyte, la plante ici grandit très bien et tout va vraiment dans le sens croissant, que ce soit la longueur, le poids, la production des métabolites, des pigments, tout va croissant. Mais lorsque l'endophyte est retiré et qu'on la soumet toujours à ce stress, on voit que la plante ne grandit pas comme il faut, sa longueur, son poids, le nombre de feuilles, la production des pigments et des métabolites diminue. Donc, voilà, donc la plante, les endophytes, à cause de la performance qu'ils vont conférer aux plantes, sont vraiment très importants. Troisièmement, à cause de leur durabilité. Les endophytes peuvent être cultivés en bioréacteur sans nuire l'écosystème dans la recherche de phytocomposés bioactifs, c'est-à-dire que dans le processus de recherche pour se soigner, pour une agriculture durable, on peut faire croître les endophytes dans les bioréacteurs pour qu'ils produisent des métabolites dont on a besoin et pour ne pas détruire nos forêts. J'ai l'exemple ici, l'arbre que vous voyez là, c'est un arbre qu'on trouve dans la forêt tropicale du Pacifique. On l'appelle l'if du Pacifique. Et on a retrouvé des années, ça fait des années que l'écorce de cet if du Pacifique-là contient du taxol, donc un phytocomposé qu'on appelle le taxol. Et le taxol est utilisé euh, euh, très souvent, en tout cas on l'utilise pour le traitement du cancer. Donc c'est un anticancéreux. Et puis récemment, on a découvert qu'il y a un endophyte qu'on appelle Pestalothiopsis microspora dans cette écorce-là qui produit aussi le taxol. Et donc, les chercheurs en ce moment sont en train de voir comment faire grandir cet endophyte en laboratoire pour ne plus avoir à cultiver, donc plutôt exploiter donc cet arbre-là, utiliser son écorce pour pouvoir avoir du taxol. Donc, c'est ça c'est une recherche qui est encore qui est en cours, mais nous avons quelques exemples d'endophytes cultivés dans des bioréacteurs qui sont utilisés, y compris les espèces de bacillus qui sont utilisés comme des biofertilisants, des espèces de pénicillium qui sont utilisés comme pour le biocontrôle. Et ces endophytes ont déjà montré qu'ils améliorent la croissance des plantes et produisent des composés bénéfiques. Et donc, nous avons tous ces avantages-là, mais cependant, la littérature faisant état des endophytes du bassin du Congo est rare. Il serait intéressant pour moi de connaître les endophytes responsables de l'activité antimicrobienne de l'okoumé, une espèce que l'on trouve uniquement dans le bassin du Congo. Non seulement on la trouve uniquement dans le bassin du Congo, mais c'est une espèce très connue. On l'utilise vraiment pour beaucoup de choses. Par exemple, au Gabon, euh,
comme je disais tout à l'heure quand j'ai raconté mon histoire, l'histoire de mon enfance, au Gabon, on l'utilise pour purifier de l'eau, pour tuer donc les microbes qui se trouvent à l'intérieur de l'eau, pour la rafraîchir et aussi dans les rites, lors des initiations, cette résine-là est utilisée pour faire des bijoux. Des bijoux, je veux dire des bougies, excusez-moi, utilisée pour faire des bougies. Mais on ne connaît jusqu'à présent pas les endophytes qui donnent en fait à cette résine-là ce côté antimicrobien. De nombreuses publications font état de l'activité antimicrobienne des phytocomposés de l'okoumé, mais pas de ces endophytes. Donc, pour un arbre aussi important, ça montre que vraiment on a encore du chemin à faire. Si jusqu'à présent, ces endophytes n'ont pas encore été non seulement caractérisés, mais aussi étudiés dans le sens de savoir le genre de métabolites en fait qu'ils synthétisent, de métabolites secondaires qu'ils synthétisent. Malheureusement, la déforestation de la forêt tropicale du bassin du Congo constitue une menace persistante pour la communauté inexploitée d'endophytes qui pourrait être une source de nouveaux produits naturels. Aujourd'hui, les arbres comme le koumé sont considérés comme des espèces vulnérables en raison de l'exploitation forestière excessive qui touche le bassin du Congo. Le koumé est utilisé pour fabriquer les bateaux. Donc, je suis arrivée à la fin de ma présentation, mais je ne terminerai pas sans mentionner le rôle que chacun de nous peut jouer par rapport à la présentation que je viens de dire. Donc, je pense que en tant que scientifique, industriel, agriculteur, on peut jouer un rôle pour un avenir durable et même en tant que gouvernement. Je crois le gouvernement devrait continuer à appliquer les lois qui protègent les forêts. Les étudiants et les chercheurs devraient être capables d'étudier les endophytes des forêts tropicales du bassin du Congo. Pourquoi pas nous dire comment étudier leur génétique et aussi étudier les métabolites, donc les phytocomposés d'importance pharmaceutique et agricole. Les industries pourraient explorer des investissements dans le développement de biofertilisants et de biopesticides dérivés des endophytes afin de réduire la dépendance des agriculteurs aux produits chimiques. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais donc redonner la parole à Gina. Merci beaucoup, docteur Laetitia. Merci pour une présentation aussi intéressante, importante et captivante. Et donc, nous allons directement aller au vif du sujet dans le cadre de questions et réponses. Et donc, la première question nous vient de Monsieur Elie à Concois qui dit en quoi la déforestation et le changement climatique menacent-ils directement les endophytes du bassin du Congo? Je vais poser la première question, après la réponse, je vais poser la deuxième. Donc, en quoi la déforestation et le changement climatique menacent-ils directement les endophytes du bassin du Congo? Comme je disais dans ma présentation, les endophytes ont tendance à être très spécifiques à l'espèce de la plante. Donc, on ne peut pas prendre, par exemple, les endophytes de la banane et puis les transférer dans des endophytes de la culture de manioc, par exemple, et puis s'attendre à ce qu'on ait les mêmes résultats. Donc, c'est important en fait que euh, cette diversité soit là parce que la disparition des plantes hôtes va aussi entraîner la disparition de certaines espèces. Et si on a la disparition de certaines espèces, ça veut dire que nos forêts vont perdre de leur résilience. Et donc, c'est pourquoi c'est vraiment important justement que nous gardons nos forêts en bonne, comme ils sont en fait. Et aussi le changement de climat
on sait que cela a tendance à apporter des variations climatiques ou de température assez drastiques. Et je disais tantôt que c'est le fait que c'est cette constance-là en humidité qui fait en sorte que donne cette résilience-là à notre forêt, donc aux endophytes qui sont en fait cachés qu'on ne voit pas, voilà, qui donne cette résilience-là. Et donc, en cas de changement climatique, nous allons perdre cette stabilité-là au niveau du climat. Et donc, évidemment, les endophytes, le genre ou les espèces d'endophytes que nous allons retrouver aussi n'auront pas forcément ne seront pas aussi diversifiés. Et donc, la deuxième question dit, peut-on considérer les endophytes comme un argument scientifique supplémentaire en faveur de la conservation des forêts tropicales du bassin du Congo? Bien sûr, je pense que c'est la même réponse, c'est-à-dire que si on détruit nos arbres, on n'a déjà pas d'études vraiment, il n'y a pas beaucoup de publications. Si on les détruit, on va sûrement détruire des endophytes qui pourraient nous aider plus tard à traiter des maladies ou alors avoir une agriculture durable sans le savoir. Donc, bien sûr. La réponse est oui. D'accord. Donc, merci, docteur Laetitia. Je vais donner la parole à Monsieur Chanis Enyanga pour poser sa question. Merci beaucoup, Madame Gina, et à toi également, Docteur Laetitia, pour cette très belle présentation qui nous a aidé à comprendre non seulement les rôles écologiques des endophytes, mais également les rôles culturels. Ça, c'est très capital. Alors, ma question est justement de savoir, vous avez parlé du rôle important que ces endophytes-là jouent dans la biodiversité de manière générale, en particulier les plantes. Alors, qu'est-ce qui fait que, comme notre thème dit, que voilà, c'est un potentiel inexploité, qu'est-ce qui fait que les endorphines soient sous-exploitées ou sinon inexploitées? C'est ma première question. Et la deuxième question, vous avez signifié que les endorphines sont dans une relation symbiotique avec la plante. Et vous avez beaucoup énuméré les bénéfices que ces endorphines apportent à la plante. Maintenant, quels sont aussi les bénéfices que la plante apporte aux endorphines? Pour la première question, pourquoi inexploité? Je pense que ce sont les mêmes soucis qu'on a au niveau de la recherche. C'est souvent le côté financier parce que même je parlais de l'Amazonie qui est assez documentée, mais malgré cela, dans la littérature que j'ai parcourue, c'était dit en fait que la majorité des endophytes qui ont été étudiés, documentés, c'est dans les pays d'Amérique du Nord. Et moi, je me dis donc c'est forcément à cause des moyens. Je pense que c'est ça la raison principale parce que la forêt, elle est là, elle est disponible. Euh, il n'y a pas de problème à accéder à la forêt. Donc, je me dis, la raison principale, je me dis, c'est le financement. Et puis, dans d'autres régions, peut-être aussi, lorsqu'il y a des troubles, quand les régions ne sont pas stables, cela peut aussi limiter la recherche, donc l'accès aux forêts. Donc, ça peut être ça. Donc, cette instabilité-là, quand il y a les troubles, mais je crois que la raison principale, en général, ce sont les finances. Et donc, avant de donner la parole à Monsieur Bassa, j'aimerais lire une autre question de Monsieur Akonkwa qui dit, quel secteur pourrait le plus bénéficier de l'exploitation durable des endophytes? Entre parenthèses, santé, agriculture, biotechnologie, et avec quels impacts locaux concrets? Euh, OK. Les secteurs qui peuvent bénéficier des endophytes, comme je disais déjà dans ma présentation, il y a la santé, il y a l'agriculture, nos universités. Et par exemple, la santé, nous savons que les endophytes sont riches en phytocomposés qui ont des vertus médicinales. euh, et donc, pour l'agriculture, nous avons vu qu'ils peuvent avoir un rôle de biocontrôle, donc tuer les pathogènes dans le cas où la plante ne peut pas le faire elle-même parce qu'elle a décidé que, bon, il y a la sécheresse, j'ai pas envie de gaspiller mon énergie alors qu'après, je n'aurai pas les ressources nécessaires pour survivre et grandir. Donc, elle décide carrément d'arrêter de produire certains phytocomposés qui sont importants pour sa défense
ou alors certains phytohormones qui sont importants pour sa croissance. Et là, la plante peut produire ces phytohormones-là. Donc, là, c'est le rôle biofertilisant que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, ça, c'est dans le domaine de l'agriculture. Et donc, en ce qui concerne la recherche, dans le domaine de la recherche, je me dis, c'est l'occasion, pourquoi pas, de développer certaines aptitudes, une certaine expertise. Et et puis, à la fin, ça revient, ça va aussi bien sûr contribuer au pays, au gouvernement, aux populations tout entière parce que ça va booster l'économie. Donc, si on peut les exploiter comme il se faut. Merci, docteur Laetitia, très important. Et Mhm. donc, je vais donner la parole à Monsieur Justin Bassa Lombou. Vous avez la parole, Monsieur Bassa. Merci pour la parole accordée, merci pour la modération et aussi au docteur Laetitia pour la présentation. Je suis Justin Bassa, géographe de formation. Je suis dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri. Je pars des observations du terrain. Nous sommes dans une zone où il y a le prolongement de la forêt équatoriale, dans la région de Ouélé où j'ai été, et aussi dans la province orientale. Nous avons deux cours d'eau qui sont en contact direct avec le fleuve Congo. Il s'agit de la rivière Kibali et de la rivière Ituri. Alors, dans cette zone forestière, nous avons constaté une déforestation croissante parce qu'on a besoin de bois pour d'autres usages, mais aussi à cela s'ajoute l'exploitation minière, plus particulièrement l'exploitation de l'or. Et dans la zone, il y a des machines qui sont utilisées pour exploiter l'or. Et à cela s'associe également l'usage de métaux lourds, comme le mercure et autres. Alors, sur le plan paysagère, il y a une destruction méchante de l'environnement. L'environnement a changé la plaie. Par endroits, vous constatez vraiment que les images, si vous essayez de voir avec les images satellites, c'est catastrophique. Alors, dans cette condition où la déforestation est accentuée par l'exploitation de l'or et l'usage des métaux lourds, que faire pour préserver l'avenir des endophytes? Pourquoi je pose cette question? Parce que quand une relation environnementale est correcte entre la plante et son environnement, il y a une très bonne croissance, il n'y a pas de problème. Mais au cas où l'homme, par des activités atrophiques, accentue la déforestation, ça devient très compliqué. Et donc, que faire dans ces cas pour pérenniser l'avenir de la forêt équatoriale, mais aussi laisser à ce que les endophytes évoluent normalement et participent à la croissance des plantes? Merci. Mm. Merci beaucoup pour la question parce que ça me permet de mentionner la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette présentation. J'ai entendu parler des endophytes lorsque je travaillais comme chercheuse à une université ici, là. Et donc, j'ai fait du travail sur les endophytes et j'étais un peu désolée, triste quand je cherchais la littérature et que j'allais du côté de l'Afrique tropicale, de la forêt tropicale du bassin du Congo de ne trouver presque rien. Et donc, cela m'a attristé de savoir que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant de l'existence de ces micro-organismes-là et du travail important de ceux qu'ils représentent pour nos forêts. Et je me suis dit, c'est vraiment urgent que les étudiants savent que il y a des thématiques qu'ils peuvent en fait aborder pour leur recherche. Et tout à l'heure, à la fin, j'ai mentionné que nous avons chacun un rôle à jouer. La vérité, c'est que dans nos pays, le pouvoir appartient vraiment au gouvernement. Si le gouvernement, en fait, ne continue pas à implémenter les lois qui vont faire en sorte que la déforestation soit stoppée ou alors diminue, évidemment, nous sommes un peu impuissants. Mais c'est là où les chercheurs que nous sommes, les étudiants, interviennent. Il faut écrire donc des proposals, orienter la recherche vers ces forêts-là
pour montrer à nos gouvernements l'importance de préserver ces forêts. Parce que je suis sûre que si l'un de nos présidents assistait à cette présentation, cela aurait un impact, aussi petite soit-elle, sur sa conscience. Parce qu'en général, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas, on a du mal à le protéger. Donc, c'est à nous, les étudiants, à ceux qui sont encore étudiants et les chercheurs, de vraiment tourner notre focus, notre recherche vers s'intéresser en fait à ces micro-organismes-là pour faire entendre leur voix. C'est à nous d'être leur voix. C'est à nous en fait, de les faire connaître pour que les habitudes, les mentalités, l'action de tout un chacun puisse changer. C'est malheureusement la réponse que j'ai. Elle n'est pas satisfaisante, mais J'aimerais lire une autre question de Monsieur Akonkwa qui dit comment éviter la biopiraterie et garantir que les communautés locales et les pays du bassin du Congo bénéficient réellement des découvertes issues de ces recherches. euh, je pense que pour que les communautés bénéficient, il faut tout d'abord impliquer les communautés et puis c'est-à-dire signer des contrats, ne pas tout simplement s'arrêter, de manière verbale, mais signer des contrats. Pour arrêter la biopiraterie, en ce moment, il y a un protocole qu'ils appellent le protocole de Nagoya. Donc, le protocole parle du fait, en fait, qu'on doit partager les avantages de la recherche. Donc, en fait, c'est ça, il faut signer des accords qui sont très clairs et impliquer les communautés. Parce que si je peux ajouter, à la fin, sans accord, en fait, c'est difficile de faire respecter les règles, en fait, les ententes. Hmm. Non, merci, docteur Laetitia. L'implication des communautés est très importante. Et donc, je vais donner la parole à Monsieur Patrick Maki. Merci beaucoup pour la parole. Nous profitons de cette occasion pour féliciter Madame Laetitia qui a fait une très belle présentation, mais également une très belle modération également. Et donc, nous vous en félicitons. Sinon, j'aime commencer par l'histoire qu'avait relatée Madame Laetitia par rapport au rôle de la résine dans, plutôt je dirais, alors, pour rendre pure l'eau qu'elle buvait dans la forêt et après, elle n'en souffrait plus. Et je me dis, c'est bien bon, ça rendait quand même l'eau potable, mais on ne sait pas, peut-être que ça aurait aussi des conséquences sur la santé humaine. Par exemple, partant de notions de dose, on ne sait pas quelle quantité elle pouvait mettre euh, dans quelle quantité d'eau, s'il faut parler en ces termes. Et donc, quelle serait peut-être que c'est nuisible pour l'homme, surtout en parlant de la dose. Et est-ce qu'il y a des études qui ont été menées pour savoir si cette composée résine pourrait être nuisible ou pas, et en quelle quantité elle pouvait être utilisée, puisque la population qui en bénéficie, elle peut, elle ne peut se servir que des estimations sans savoir la quantité qui pourrait être utile pour ne pas être nuisible à leur santé. Merci. OK. Je me souviens que on a toujours eu de la résine dans notre eau à la maison. C'était pas seulement quand on allait à la plantation, il y avait toujours de la résine de koumé dans notre eau. Moi, j'ai toujours cru que c'était juste parce qu'elle rendait l'eau froide. Donc, c'était un peu pour créer cette sensation d'eau glacée que les grands-parents mettaient cette résine à l'intérieur. Et personne à la maison n'est jamais tombé malade.
Donc, moi, je croyais que c'était pour rendre l'eau glacée. C'est seulement plus tard, avec les études, que je découvre qu'elle a aussi des propriétés antimicrobiennes. Ce que on faisait, c'est que on prenait une quantité assez suffisante qui pouvait passer au travers de l'ouverture d'un bidon de 5 litres. Donc, du moment où cette quantité-là pouvait passer au travers de l'ouverture de ce bidon-là, aller dans l'eau, parce que c'est dans ce conteneur-là qu'on mettait de l'eau et qu'on mettait cette résine. Donc, je n'ai pas de mesure. Les grands-parents n'avaient pas une machine à peser pour mesurer exactement la quantité qu'ils mettaient. On prenait juste cette quantité du moment où elle pouvait passer au travers de cette ouverture-là, c'était bon. Et donc, moi, j'ai grandi en buvant l'eau qui contenait de la résine de koumé. Personne, pas que je sache, n'est tombé malade à cause de ça. Mes grands-parents sont décédés tous les deux dans leurs 80 et 90 ans d'existence. Et donc, c'est ça. Ben, malheureusement, je ne peux pas donner des chiffres. Et je mentionnais aussi que la résine est aussi utilisée pour fabriquer des bougies. Donc, vous voyez bien que il y a forcément des composés volatiles, je me dis, dans cette résine, mais elle est utilisée un peu partout pour fabriquer des bougies. S'il y a des Gabonais parmi nous ou des gens qui connaissent un peu plus sur la résine de Koumé, s'il vous plaît, n'hésitez pas à prendre la parole juste pour montrer à quel point vraiment cette résine-là est utilisée et connue. Et donc, je ne pense pas que si les gens s'étaient déjà rendus compte qu'il y a des maladies, que ça cause des maladies, qu'on continuerait à l'utiliser. Mais ça, c'est ma connaissance qui n'est pas scientifique, juste basée sur ce que j'ai observé visuellement. Mais si parmi nous, il y a un expert qui s'y connaît mieux, n'hésitez pas à prendre la parole. Merci, docteur Laetitia. Votre réponse me fait réaliser que la science seulement ou aller à l'université n'est pas suffisante, mais les connaissances vraiment des parents, des grands-parents, de ceux qui ont vécu là-bas est aussi importante qu'avoir beaucoup de livres et beaucoup de cahiers sur la table. Et donc, avant de donner la parole à Monsieur André Dumoulin, je vais lire une question de Monsieur Paul Bouchabou qui dit: quel est le mécanisme juridique qu'on peut mettre en place en associant les gouvernements des pays concernés pour protéger les endophytes du bassin? Ok. Je ne sais pas, merci pour cette question très, très intéressante. Je ne sais pas si docteur Léa Larissa Moukani est parmi nous. Elle serait vraiment bien placée pour répondre à cette question sur les mécanismes juridiques. Je préfère ne pas m'y aventurer parce que juridiquement, je ne suis pas vraiment calée. Mais je vais transmettre votre question et s'il y a votre contact, je vous enverrai la réponse par email. Gina, s'il veut peut-être partager son contact. D'accord. D'accord. Donc, monsieur Bachou, en tout cas, partagez vos contacts et on pourra vous envoyer la réponse dans votre mail. Et donc, je vais donner la parole à monsieur Dumoulin. Et j'aimerais quand même emmener à votre attention que monsieur Dumoulin a mis un commentaire dans le chat box qui parle des caractéristiques principales de l'Okoumé. Donc, vous prenez le temps de lire, mais entre-temps, je vais lui donner la parole. Monsieur Dumoulin, vous avez la parole. Oui, merci de me donner la parole pour ça. C'est-à-dire, c'est très intéressant cette expérience de Madame Laetitia et j'ai trouvé donc une étude scientifique récente sur cette, euh, cette substance associée à l'arbre Ocumea kleinii, non scientifique. Et je vais vous donner les références, mais c'est très intéressant euh, parce que c'est exactement la question de votre expérience personnelle qui est ici un petit peu, qui rejoint ici une étude scientifique de 2025, donc très récente. Et pour autre part, je regardais aussi l'utilisation des endophytes dans les biofertilisants et spécialement
dans les biofertilisants utilisés pour la restauration des zones côtières, des mangroves dans les zones tropicales. Et je trouvais, par exemple, qu'il y a au Nigeria un projet Mangrove for Life qui utilise des pépinières spécialisées où les semis sont nourris avec des biofertilisants, des endophytes, avec des endophytes fixateurs d'azote, Hmm. afin d'assurer leur implantation rapide dans les régions deltaïques fortement dégradées et riches en pétrole. C'est quelque chose, la restauration des mangroves est un thème essentiel pour la restauration climatique et la restauration de la biodiversité, comme vous le savez, et tant en Afrique qu'en Amérique latine. En Amérique latine, on a aussi des projets au Panama, ici, et en Colombie, qui combinent la recherche scientifique sur la biodiversité microbienne avec l'utilisation des endorphines pour améliorer le stockage du carbone et la protection des côtes. Voilà. Merci Merci. beaucoup, Monsieur André, pour votre ajout. Docteur Laetitia, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis juste curieuse par rapport, il disait qu'il devait partager les liens. S'ils Oui. sont dans le chat box. Je vous les ajoute où je peux bon, par exemple, je mets maintenant celui qui concerne l'étude sur l'arbre du Gabon, là, voilà, Oui, c'est celui-là vraiment qui m'intéresse aussi. voilà, je l'ai Merci, mis. merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Dumoulin. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et donc, je vais lire une question de Monsieur Guillain. Je pense qu'elle est répétitive, mais je vais quand même la poser. Monsieur Guillain Mondi dit, Madame Laetitia, est-ce que vous pouvez me parler de l'interdépendance entre la plante et les endophytes? OK. Je crois que je l'avais déjà mentionné en effet. Je disais que euh, les endophytes ont besoin de la plante pour abri, mais aussi pour les nutriments, genre les composés azotés, le sucre. Et les plantes, elles ont besoin des endophytes parce que elles vont les aider à supporter des stress, que ce soit les stress biotiques, comme donc les attaques par les pathogènes. Et elles vont les aider à supporter les stress abiotiques, genre les sécheresses, des chaleurs élevées ou bien la salinité. Et donc, c'est ça, en fait, c'est cette interdépendance-là qu'il y a entre les endophytes et les plantes. Les plantes. Merci beaucoup, docteur Laetitia. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Kizungu, ingénieur Olivier Kizungu. Vous avez la parole. Merci pour la parole m'accordée. En tout cas, cette recherche est très intéressante, surtout nous qui sommes dans l'agroécologie et les transitions agroécologiques. Alors, je vais poser la première question pour savoir si toutes les plantes ont ces endophytes ou si c'est seulement dans les bassins du Congo que vous avez mené cette expérience et que vous avez trouvé qu'il existe ces endophytes chez certaines espèces du bassin du Congo. Ça, c'est un. De deux, vous avez essayé de montrer que les endophytes sont spécifiques à certaines plantes. Ça veut dire qu'il y a des endophytes spécifiques pour chaque plante, en fait. Alors, je voulais savoir quel est le danger, s'il y en a ou s'il n'y en a pas, quel est le danger d'associer un endophyte à une plante où elle ne correspond pas, où il ne correspond pas. Dans le même volet, est-ce que les endophytes, c'est la même chose que, par exemple, les mycorhizes, qui sont une association symbiotique, par exemple, entre les racines des fabacées et les fabacées eux-mêmes. Donc, c'est une symbiose. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est la même chose ou si on peut fabriquer par la synthèse dans des laboratoires des endophytes qui sont spécifiques à certaines plantes, par exemple les endophytes du caféier,
pour effectivement lutter contre, par exemple, l'anthracnose de ces caféines. Et si cela est possible maintenant, madame, quel est le danger? Parce que ça devient une synthèse au niveau du labo de ces endophytes-là. Quel est le danger de ces endophytes qu'on vient de synthétiser sur, par exemple, le café pour lutter contre l'anthracnose? Je dis et je vous remercie. Merci, ingénieur. Je vais quand même vous demander une faveur de garder votre micro ouvert parce que vous avez quand même posé beaucoup de questions au cas où docteur Laetitia aura besoin des clarifications pendant qu'elle répond. Merci, docteur. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, évidemment, de garder le micro ouvert et merci pour toutes ces questions vraiment très pertinentes. La première question, c'était savoir si toutes les plantes contenaient des endophytes. Et la réponse est oui. Normalement, toutes les plantes devaient contenir des endophytes parce que ce serait un peu comme demander si tout humain a une flore intestinale. La réponse serait oui, tout humain a une flore intestinale. Il y a une étude qui montre que au début, en fait, lorsque les bactéries ou les algues commencent à produire de l'oxygène, je ne sais pas si c'était dans le précambrien, je ne me souviens plus trop des époques, les plantes, en fait, les premières plantes après vont commencer donc à arriver. Et ces plantes-là, ce sont des plantes qui ne produisaient pas des fleurs, donc un peu les plantes à l'état primitif. Et l'étude disait que même dans ces plantes-là, ils ont retrouvé des traces d'endophytes, des traces d'endophytes. Donc, ça veut dire que les endophytes existent depuis le début. Il n'y a pas de plante sans endophytes, comme il n'y a pas un être humain qui n'a pas une flore intestinale. Ils vivent en symbiose avec la plante et ils aident la plante à bien se porter comme notre flore intestinale nous aide à bien nous porter. Donc, la réponse est oui pour cette question. Et même les endophytes qu'on a emmenés au labo, où on cherche, on ne trouve pas les endophytes, désolé, je voudrais dire des plantes. Même une plante qu'on emmène au labo, on cherche, on essaie d'extraire les endophytes, on ne trouve pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des endophytes dans cette plante. Il y a des endophytes dans cette plante. Donc, en fait, les endophytes sont présents dans toutes les plantes. La deuxième question, c'était le danger d'associer un endophyte à, à une autre plante parce qu'ils sont très spécifiques à l'espèce. Le danger, c'est que cet endophyte-là devienne un pathogène dans cette plante. Il est déjà arrivé qu'on prenne un endophyte qui est très bénéfique pour une certaine plante et on la met dans une autre plante, alors elle commence à causer des maladies, à attaquer la plante et elle la tue. Donc, c'est ça le danger. C'est pourquoi la recherche est très, très importante dans ce sens-là. Et la troisième question, je crois que vous étiez en train de demander si les endophytes, ce sont la même chose que les mycorhizes. Certains mycorhizes sont des endophytes, mais tous les endophytes ne sont pas des mycorhizes. Vous savez que les mycorhizes, on les trouve principalement, même seulement au niveau des racines, alors que les endophytes, on peut les retrouver, pas qu'on peut les retrouver, on les retrouve sur toute la plante, sur les fleurs, les feuilles, les tiges, les racines. Les endophytes sont sur toute la plante. Donc, certains mycorhizes sont des endophytes, mais tous les endophytes ne sont pas des mycorhizes. Et ce qui différencie aussi, ce qui fait la différence entre les endophytes et les mycorhizes, c'est que vous allez voir que les mycorhizes ont tendance à perturber l'anatomie interne de certaines cellules en créant ce qu'ils appellent ils appellent ça les arbuscules. Si je ne me Les endophytes ont cette possibilité-là. Et donc, l'anatomie interne des cellules de la plante va être un peu changée, mais les endophytes ne changent l'anatomie des cellules de la plante jamais, en aucune raison, en aucun cas. Ils ne viennent pas créer des ramifications. C'est ça ce que je crois les arbuscules sont. Ce sont des ramifications que les mycorhizes créent au niveau des cellules des plantes. Les endophytes ne créent pas ce genre de structure-là. Donc, c'est déjà ça la grande différence.
les mycorhizes créent certaines structures, les endophytes ne le font pas. Les mycorhizes vont coloniser seulement les racines. Les endophytes, donc, c'est toute la plante. Donc, je ne sais pas si j'oublie d'autres aspects qui les différencient, mais je peux citer ces deux-là pour le moment. Et Ingénieur puis, Olivier. Allez-y, docteur. Allez-y. Je suis là. la quatrième question, je crois que je l'ai oublié, la quatrième question. La quatrième question, c'était si c'était possible de synthétiser un endophyte au niveau du labo et de l'injecter dans une partie de la plante pour ses bienfaits. À ce moment-là, quels sont les dangers de cet endophyte de synthèse, si on peut aller jusque-là, quels sont les dangers de cet endophyte de synthèse pour cette plante-là? Ok. Ce qui est fait avec les endophytes, on les multiplie en fait. On les met en culture dans des bioréacteurs pour les multiplier. Synthétiser, c'est plus pour les composés chimiques des molécules qu'on peut synthétiser en mélangeant des produits, pour ce qu'ils font chimie, ils savent de quoi il s'agit, en mélangeant des produits et puis on crée une nouvelle molécule. Mais ça, ce sont des organismes. Je pense que quand on arrivera à synthétiser les organismes, ça veut dire qu'on pourra même créer un être humain. Euh, en général, on peut seulement les multiplier, c'est-à-dire à partir de un, on va les faire croître pour on en trouve deux, trois. Donc, en fait, je ne pense pas qu'on puisse vraiment les synthétiser. Je ne pense pas. Mais non, on les multiplie ainsi pour qu'ils puissent, eux, synthétiser en abondance, mais non des métabolites secondaires. Donc, des nouveaux composés qu'on pourra utiliser soit en agriculture, soit en médecine. Mais avant de multiplier un endophyte, évidemment, il faut savoir de quelle plante on l'a obtenu, quelles sont ses propriétés, les bénéfices, comment est-ce qu'il peut être bénéfique. Et en- une fois qu'on sait ça, on sait dans quelle plante on peut le transférer. Parce que, comme j'ai dit, ils peuvent être bénéfiques à une plante et puis chez une autre plante être un pathogène. Donc, c'est un peu ça le danger, c'est qu'on le transfère dans une plante il va se mettre à attaquer la plante. J'espère que j'ai répondu Merci, Si à votre docteur. si je peux compléter, madame, c'est Bien un sûr. peu comme Allez-y. je veux donner un exemple. Je peux donner un exemple dans la Allez-y, fertilisation. ingénieur. Si on Oui. met beaucoup trop d'azote, je suis là, je disais ceci. Dans la fertilisation, par exemple, pour les plantes dont le produit utile, ce sont par exemple les boutures ou les racines. Il y a certaines littératures qui disent que si on fertilise davantage par exemple, l'azote, qui, euh, qui donne la croissance végétale, il y a lieu que la partie utile, qui sont les racines ou les tubercules dans les cas échéants, ne se développe pas. Donc, on va développer la partie aérienne parce qu'on a mis trop d'azote par rapport à la partie utile de cette plante-là, qui sont les racines ou les tubercules. Alors, je reviens maintenant pour les endophytes. Supposons que pour une plante, il faut autour de 1000, c'est un exemple. Mais maintenant, au labo, vous les avez multipliés. Au lieu d'en mettre 1000 pour une plante, vous en mettez 10 000. Quelles peuvent être les conséquences de cet excès? Est-ce que c'est toujours dans les positifs ou dans les négatifs? Merci. Question très, très pertinente. J'aurais besoin d'aller au labo pour tester ça. Je n'ai pas de réponse maintenant, mais je vous assure que s'il faut parcourir toute la littérature, je vais le faire et puis je pourrais vous l'envoyer par email. Je crois que j'ai votre email adresse. D'accord. Merci, docteur Laetitia. Monsieur Olivier, ingénieur Merci, Olivier. merci, merci beaucoup.
Je vais partager mon adresse Gmail dans le chat. Merci beaucoup, docteur. D'accord. D'accord, merci. Tout à l'heure, j'ai vu la main de Madame Victorine Jomako qui était levée. Madame Victorine, est-ce que vous voulez toujours intervenir? Sinon, je continue dans le chat box. Merci beaucoup. En fait, ma question est similaire à celle du prédécesseur parce que j'avais une autre perception des endophytes. Et puis, vous avez Oui, allô? listé une panoplie d'endophytes et les spécificités de chacune d'elles. Donc, moi, je m'intéressais au type d'association. Comment est-ce qu'on s'informe pour avoir une meilleure sélection? Et surtout que la recherche dans ce domaine n'est pas très poussée. Donc, si nous sommes intéressés à la déportation de cette espèce, en fait, d'une espèce qui convient aux cultures que nous avons mis en place et que nous aimerons coloniser nos parcelles agricoles, comment est-ce que, on se déploie? C'est un Euh, peu ça ma question. je ne suis pas sûre de saisir. Vous demandez la démarche, la conduite à tenir lorsque on veut importer des endophytes, c'est ça? Oui, c'est ça, merci, c'est ça. Ok. Oh. Comme tout produit biologique, c'est vraiment un long chemin. Il y a beaucoup de papiers à remplir. Il y a beaucoup de papiers à remplir parce que en général, déjà, c'est pas tous les moyens de transport aérien, les avions qui vont accepter de transporter cela. Mais en général, il y a tout un processus. Il y a des permissions qu'il faut avoir. Il faut écrire ce qu'on appelle ethical clearance en anglais. Vous savez ce que c'est? Il faut soumettre cela. Ethical clearance, c'est en anglais. Maintenant, en français, si quelqu'un peut m'aider, je crois que c'est le papier principal qui vous permettra maintenant d'aller de l'avant, pouvoir contacter une compagnie aérienne. C'est tout simplement un papier, c'est des tics en fait, qui vous donnent la permission d'importer du matériel biologique. Et donc, vous soumettez cela. Je ne sais pas l'organisation qui est responsable de cela, mais en tant que chercheur, on le soumettait tout simplement à l'université. Et quand l'université nous donnait la permission, il délivrait un papier qui dit que oui, on a soumis ce papier-là et que nous sommes on remplit toutes les conditions en fait. On répond à toutes les conditions. Et maintenant, c'est à partir de ça qu'on faisait la démarche pour faire voyager du matériel biologique. Donc, c'est ça. Je ne connais pas le mot en français, mais il suffit de chercher ethical clearance en anglais et puis chercher dans quelle administration il faut le soumettre. C'est par là qu'il faut commencer, en fait. Et puis, le reste devrait suivre. Merci, docteur. Ethical clearance, je peux dire approbation éthique pour être Ok. en tout cas beaucoup plus pratique. Oui, approbation éthique. Et donc, je vais lire une question de Madame Bouraïna dans le chat box qui dit: Félicitations pour votre présentation, docteur. Vu l'importance des endophytes évoqués lors de la présentation, ils peuvent être considérés comme des phytorémédiateurs. Donc, elle demande si les endophytes peuvent être considérés comme des phytorémédiateurs. Oui, ce sont des phytorémédiateurs, bien sûr. D'accord, d'accord. Merci, docteur. Une question de plus. Et donc, la question vient de Monsieur Alphonse Balési qui dit: Est-ce qu'il n'y a pas une classification des endophytes? Dans quel sens? Est-ce qu'il peut élaborer la question? Je vais alors demander à Monsieur Alphonse de lever sa main. Je vais lui donner la permission d'ouvrir son micro pour expliquer la question en détail. Allez-y, Monsieur Alphonse. Oui, je voulais savoir, il peut y avoir quand même des différences entre
divers endophytes. Peut-être qu'il peut y avoir ceux qui sont propres pour chaque catégorie de plantes, comme pour les mycorhizes. Il y a ces champignons qui sont en association avec les fabacées, d'autres avec les orchidacées. Est-ce que dans ce sens-là, il peut pas y avoir une classification où on dit ce sont des endophytes de tel groupe d'endophytes, ainsi de suite? Oh, ok. En fait, déjà même dans une plante, hein, les endophytes qu'on va trouver dans les feuilles de la plante seront différents de ceux qu'on va trouver dans la tige, seront différents de ceux qu'on va trouver dans les fleurs. Donc, dans même le tableau que j'ai présenté là, le tableau disait les plantes qui ont été entièrement étudiées pour leurs endophytes. Quand ils disent entièrement, c'est parce qu'ils savent que l'endophyte qu'on trouve dans la fleur est différent de celui qu'on va trouver dans la tige, dans la plante. Donc, c'est pour dire que en général, ils ne sont pas vraiment classifiés tels quels. On sait tout simplement que les endophytes les plus communs, les plus répandus, ce sont les endophytes fongiques. Ce sont les plus communs, les endophytes fongiques sont les plus communs. En général, ce sont même les plus efficaces. Ceux qui sont, les bactéries ne sont pas aussi communs que les fongiques et souvent pas aussi efficaces. Donc, c'est un peu ça, mais ils sont tellement diversifiés. Je ne peux pas dire que chez les fabacées, c'est ceux-là on rencontre le plus souvent. Ce serait vous mentir. Peut-être par région, par exemple, ils disent en Amérique du Sud ou en Amazonie, je crois, les endophytes les plus nombreux, ce sont les trichoderma, les espèces qui, qui appartiennent au genre trichoderma. Donc, peut-être par région encore. Mais si c'est une fleur, ça peut être, si c'est sur une plante, c'est vraiment ils peuvent être vraiment très différents selon la partie de la plante. Hmm. Ah, D'accord. d'accord, mais s'il y a déjà des genres qui sont reconnus, les trichodermes par exemple, donc on peut avoir une classification des différents genres ou des espèces par rapport aux genres. C'est peut-être ça. Par Je rapport aux pouvais régions, d'autres, peut-être. oui, oui, par rapport aux régions. Mais par rapport à la question d'Olivier, de l'ingénieur Olivier, je pense que tout excès est mauvais. La plante aussi a un système immunitaire. S'il y a excès, elle va Mhm. combattre. Si la plante ne parvient pas à éliminer tout ce qui est d'excès dans son organisme, probablement qu'elle va sécher aussi. Même l'azote, quand on met beaucoup chez la plante, elle va aussi arriver à un moment donné où soit elle ne va plus se reproduire ou bien elle va sécher. Je pense que c'est la réponse à mon niveau. Merci beaucoup. Merci Merci à Monsieur vous. Alphonse. Merci beaucoup. Mhm. Merci beaucoup. Comme Monsieur Dumoulin l'a mis dans le chat box, il dit ce qui est bon pour l'un peut être mauvais pour l'autre. Donc, c'est question de trouver la balance et de faire ce qu'il faut. Et donc, je vais donner la parole à Monsieur Sirabel Ogandanga. Bonsoir tout le monde. Merci, docteur, pour cette brillante présentation. J'ai malheureusement pas pu assister au début parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, les endophytes. Et je viens juste là, pas poser une question, mais juste un peu compléter tout ce qui s'est dit et tout ce que j'ai entendu. En effet, qu'on garde à l'esprit que les endophytes, ce sont justement des micro-organismes qui vivent dans d'autres. Donc, aujourd'hui, Dr. Litsen nous a parlé des endophytes des plantes qui généralement ont des relations symbiotiques bénéfiques, mais qui peuvent aussi être dans certains cas pathogènes. Par exemple, s'il y a un excès, c'est clair que bon, ça peut poser des problèmes. Et sans oublier qu'il y a une certaine spécificité, chaque endophyte est spécifique à chaque plante, à chaque partie, comme l'a dit le docteur. Mais après, on a par exemple aussi des endophytes sur les algues marines. Et là-bas, contrairement aux plantes, elles sont plus pathogènes que symbiotiques dans leurs relations. Généralement, dans les algues, lorsqu'on te parle d'un endophyte, et généralement, ça vient causer des dégâts, ça vient perturber la, 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 la structure cellulaire. Contrairement chez les plantes où l'endophyte s'intègre à la structure cellulaire de la plante, chez les algues, il vient carrément perturber.
elle vient diminuer la productivité. Généralement, il y a des rares cas d'endophytes symbiotiques, mais généralement, les endophytes sont nuisibles. Et puis après, on a aussi les épiphytes, qui sont des micro-organismes qui vont, eux, vivre sur la plante avec une partie carrément extérieure. Et là aussi, aussi bien chez les plantes, c'est rare chez les plantes. Généralement, chez les plantes, les épiphytes sont très, très, très nuisibles. Ce sont des plantes parasites. C'est pareil chez les algues. Mais chez les algues, comme chez les plantes, les épiphytes, eux, sont nuisibles. Ils sont plus nuisibles que bénéfiques. Mais les endophytes, c'est vraiment une niche de biodiversité énorme. Et je suis content là de constater que des travaux sont, sont en cours dans ce domaine. Et je vous promets qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Le thème de cette présentation est vraiment exact. C'est une niche inexploitée et il y a tellement, tellement, tellement de choses, aussi bien chez les plantes que chez les algues. En fait, on va être dans tout le règne végétal. Donc, aujourd'hui, comme disait tout à l'heure docteur Laetitia, pour beaucoup de choses, il faut forcément mener des études. On a isolé l'endophyte, on doit savoir quelle est la relation entre l'endophyte et la plante. Est-ce que cet endophyte peut avoir la même relation avec toutes les plantes de la même famille, de la même espèce? Est-ce que c'est vraiment pour tout travail sur les endophytes, on est obligé de mener toute une recherche pour comprendre bien la relation entre les deux. Merci encore, j'attends que la vidéo soit disponible pour pouvoir suivre le début parce que malheureusement, j'ai pris la présentation en cours. Merci. Je voulais juste ajouter cette petite précision-là. Merci. Merci, Monsieur Cyr. Docteur, vous voulez ajouter quelque chose? Non, en fait, quand il disait il y a encore tellement à découvrir, il m'a fait penser à Dr Rodriguez, Dr Rodriguez, qui a justement créé un produit fait d'endophytes qu'on appelle BioEnsure. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de BioEnsure. C'est tout simplement une mixture d'endophytes, un mélange d'endophytes. Il a choisi des endophytes qui sont souvent très actifs lors des conditions extrêmes. Genre, en fait, c'était dans le but de lutter contre le changement climatique. Donc, dans les cas extrêmes, genre quand il fait trop froid, trop chaud, là, quand il n'y a pas d'eau pendant la sécheresse. Donc, il a réuni tout ce genre d'endophytes-là et il appelle ce produit BioEnsure. Et c'est vraiment un produit merveilleux parce que quand on met cet endophyte, il est vraiment très spécifique au climat. Si on emmène ce produit dans notre Afrique tropicale et qu'on l'ajoute aux plantes, il ne fait rien du tout. Il est là, en fait, la relation avec la plante est neutre, quoi. Il n'agit pas, il est inactif, presque dormant. Donc, ce cocktail d'endophyte n'agit que dans les cas d'extrême conditions, de climat extrême. Maintenant, quand on va le mettre, par exemple, dans des zones du Sahel, là où il y a la sécheresse, c'est là où on va avoir une différence. C'est là où les plantes poussent bien, la biomasse est croissante, la production est croissante. Et donc, c'est un peu parce qu'il mentionnait le fait qu'il y a encore tellement à découvrir. Et donc, ce genre de produit-là, c'est, par exemple, c'est vraiment innovant. C'est vraiment innovant. Voir un endophyte qui est inactif lorsque les conditions sont bonnes, mais lorsqu'il y a euh, un stress, il est alors là très, très productif, très rentable dans la façon de faire prospérer les plantes. Hmm. D'accord. Merci beaucoup, docteur Laetitia. Malheureusement, on va devoir clore la session dans les prochaines 2 minutes. Madame Victorine, je voudrais vous demander d'écrire votre question dans le chat box et nous prendrons le soin de vous envoyer la réponse via email. Mais j'aimerais quand même prendre une dernière question dans le chat box de Monsieur Berverin Mbungu qui dit: Bonsoir, docteur Laetitia, et merci pour ce partage riche en connaissances. Je voudrais savoir, est-ce possible de manipuler les endophytes en pépinière afin de booster la production en plantation forestière? Oui, oui, bien sûr, c'est très possible.
c'est possible de les utiliser en pépinière, sur les plantules, sur des graines, euh, vraiment à tout, on appelle ça comment, les niveaux de croissance, que ce soit de la graine au plantule, à la plante, tous ces niveaux-là, on peut ajouter un endophyte pour augmenter la croissance et voilà, la croissance de la plante. D'accord. Donc, merci beaucoup, docteur Laetitia, pour ce moment que nous avons eu avec vous. Et j'aimerais attirer l'attention de l'audience. Dans le chat box, il y a Monsieur André Dumoulin qui a mis des commentaires et des informations très importantes pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur les endophytes. Donc, prenez les soins de lire, ça va toujours apporter un plus. Donc, c'est une communauté, on est tous en train de partager nos connaissances. Et donc, j'aimerais, ensemble avec tous les commentaires dans le chat box qui vous remercient pour cette session, m'associer à eux pour vous dire merci de tout cœur pour cette session très enrichissante. Et j'aimerais aussi encourager les gens, une fois de plus, à utiliser leurs réactions, leurs outils pour exprimer la gratitude et combien ça a été une session très importante et très enrichissante. Donc, merci à tous.